Bien, bonjour à toutes et à tous pour votre présence dès la première heure dans cette journée qui s'annonce passionnante. Donc, je suis très honoré de l'initier avec Paul Lou, où nous ferons une intervention à deux voix. J'interviendrai dans un premier temps pour poser le cadre de nos réflexions, le cadre théorique, et puis Paul Lou ensuite illustrera notre propos dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, qui est notre sujet de recherche. Donc, le titre de notre intervention est « Penser avec le futur, entre responsabilité et espérance, ou entre espérance et responsabilité ». Alors, pour commencer, je vais vous lire un petit passage d'un livre, un très bon livre de Daniel Innerarity, qui s'appelle « Le futur et ses ennemis ». Daniel Innerarity est un philosophe espagnol qui travaille beaucoup la question du lien entre l'éthique et la politique dans les sociétés contemporaines. La logique de l'urgence déstructure notre relation au temps, en la subordonnant toujours au moment présent. Tel est le contexte dans lequel s'inscrivent le manque d'ambition collective de nos sociétés, l'exténuation du désir, nos peurs diffuses, le repli sur les intérêts individuels et le manque de perspective. On pourrait dire que le processus a triomphé sur le projet, le post sur le pro, et que les conduites d'anticipation relèvent davantage de la prévention et de la précaution que de la prospective et du projet. Cette myopie temporelle est en train d'affecter notre capacité de représentation de l'avenir. Ce n'est pas l'urgence qui empêche d'élaborer des projets à long terme, mais l'absence de ces projets qui nous soumet à la tyrannie du présent. Le mouvement contemporain, l'adaptation incessante aux changements que l'on exige de nous se règle sur une logique de la survie et non de l'espoir. Alors ça, c'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et pourtant, je crois que Daniel Innerarity fait ici un constat qui me semble, en tout cas, assez juste. Mais pourtant, ne voit-on pas se multiplier de multiples notions telles que prévision, prédiction, pronostic, diagnostic, scénario, autant de notions qui relèvent les nombreuses aspirations contemporaines à l'anticipation, autant de notions qui se concrétisent dans des dispositifs de soins, qui se concrétisent dans des dispositifs de planification, de décision, de prospective, autant de notions qui irriguent des champs très variés de notre existence, comme l'attestent actuellement les discussions très profondes et très porteurs d'enjeux qui sont liés au changement climatique ou aux stratégies de développement économique. Donc oui, je partage le constat de Daniel Innerarity d'un repli de nos préoccupations sur le présent, et pourtant, en parallèle, se multiplient ces aspirations à anticiper. Dans un tel contexte où c'est l'idée même de futur qui est questionnée, nous pensons qu'il faut interroger de façon fondamentale le concept d'anticipation en lui-même, en ce qu'il porte. Que veut dire anticiper ? De quoi relève cette volonté d'anticiper ? Comment anticiper sans déterminer les choses ? Comment le futur peut-il rester un espace de possibilités, ouvert aux multiples scénarios ? L'anticipation est-elle une volonté de maîtrise ou une capacité d'adaptation ? Autant de questions qui nous ont mobilisés pendant plus d'une année autour d'un séminaire de recherche qui s'appelait précisément « Anticipation, penser et agir avec le futur ». Certains d'entre vous ont peut-être assisté à ces séances où il a s'agi d'interroger ce concept d'anticipation selon plusieurs perspectives dans des contextes très hétérogènes pour essayer de faire émerger une problématique autour de ce concept. Ce qui a émergé, il y a émergé beaucoup de choses, mais il y a une nécessité qui a émergé de cette réflexion, qui est la nécessité de co-construire, et j'insiste beaucoup sur le co-construire, une éthique de l'anticipation. Il ne s'agit plus seulement de penser les dispositifs d'anticipation, de penser leur efficacité, de penser leur pertinence. C'est des choses qui sont très utiles, mais qui ne suffisent pas. Il faut aussi, et en plus, j'allais dire, une éthique de l'anticipation.
Alors une éthique de l'anticipation, ça va être le propos de notre intervention ce matin avec Paul Loup, et on essaiera de montrer que cette éthique de l'anticipation, nous devons la placer dans un contexte théorique et pratique assez particulier. Une éthique de l'anticipation, ce n'est pas une éthique du futur. Ce ne peut pas être une éthique du futur, ça ne peut n'être qu'une éthique à propos du futur, ou une éthique de nos actions à propos du futur. Parce que l'éthique, et là peut-être c'est ma définition personnelle de chercheur, mais en tout cas j'ai envie de la partager avec vous, l'éthique c'est un questionnement, et comme on est les premiers à intervenir pour ces 10 heures de l'éthique, peut-être c'est utile de poser déjà une perspective. L'éthique, selon moi, c'est un questionnement sur notre position dans l'existence. Un questionnement sur notre position dans l'existence qui doit plus particulièrement interroger les conséquences de nos actions, le contexte dans lequel nos actions s'inscrivent, les valeurs que l'on véhicule par nos actions et enfin leur finalité. Contexte, conséquences, valeurs et finalité sont ce qui structure la pensée de l'éthique et donc qui doivent aussi structurer la pensée d'une éthique de l'anticipation. Que fait-on lorsque l'on agit à propos du futur? Quelles en sont les conséquences? Dans quel contexte? Quelles valeurs nous véhiculons lorsque nous agissons à propos du futur? Et enfin, quelles sont nos finalités lorsque nous faisons ça? Lorsque nous mettons en place des dispositifs de diagnostic, par exemple, des dispositifs de précaution. Donc, une éthique de l'anticipation sera une éthique de nos actions à propos du futur. Et là, nous posons une thèse, une hypothèse de recherche d'ordre philosophique, qui est la suivante, ce qu'on va essayer de défendre. Une éthique de l'anticipation ne peut émerger que du dépassement de l'opposition entre deux aspirations contemporaines qui impliquent deux conceptions du futur. L'espérance, la responsabilité. L'espérance et la responsabilité sont, selon nous, deux conceptions avec lesquelles ont été abordées dans la philosophie contemporaine notre rapport au futur, et ce fut, comme vous le savez peut-être, l'objet d'une controverse majeure en philosophie contemporaine, entre deux grands philosophes allemands, Hans Jonas, qui est beaucoup plus connu pour le premier, et Ernst Bloch pour le deuxième. Hans Jonas, c'est 1979, le principe responsabilité, qui écrit 20 ans après, exactement 20 ans après, le livre tout aussi important et magnifique de Ernst Bloch en 1959 qui s'appelait Le principe espérance. Donc le principe responsabilité de Jonas a été écrit en réaction, en réponse, en opposition aussi au principe espérance de Ernst Bloch 59, 20 ans après. Et donc c'est de cette rencontre problématique, c'est de cette opposition philosophique entre l'espérance et la responsabilité dont on va essayer de parler. Alors, pour Jonas, le principe responsabilité, je vais essayer de décrire rapidement parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'un et sur l'autre. Or, nous n'avons que 40 minutes et 20 minutes chacun. Comme vous le savez, Jonas, c'est l'explicitation d'un nouvel impératif catégorique de type kantien, mais nouveau, adapté à l'ère qui est la nôtre, à la civilisation technologique, selon lequel l'axiome que l'humanité soit doit devenir un impératif d'existence et que nul ne peut dire que l'homme soit sans dire que la nature soit. C'est cette idée selon laquelle nous devons être préoccupés. Hans Jonas insiste beaucoup sur ces termes-là. Nous devons être préoccupés pour la continuité d'une vie réellement humaine et donc de ces conditions de la condition de l'existence de nos vies qui sont les conditions écologiques. Jonas nous invite à une très forte responsabilité à l'égard de l'avenir et des générations futures, mais selon un registre de notre rapport au futur qui est celui de l'anticipation de la menace. Il nous faut
anticiper la menace, dans un rapport anxiogène au futur. Nous devons avoir peur de ce qui va se passer, parce que la civilisation technologique dans laquelle nous sommes, c'est le contexte de l'après Auschwitz, c'est le contexte de l'après Hiroshima, tous ces penseurs-là vivent avec ces images dans la tête. C'est la civilisation technologique qui nous menace, qui menace la continuité d'une vie véritablement humaine et de ces conditions justement de continuité qui sont les conditions écologiques. Donc Jonas nous invite à anticiper la menace dans un rapport anxiogène au futur par une heuristique de la peur, où la peur est le principe premier. La peur doit être ce qui nous guide, ce qui nous impulse en premier, contre les pensées utopiques. Les pensées utopiques, bien sûr ici, faisaient référence à celle de Ernst Bloch. Donc la perspective de Jonas est une perspective apocalyptique, avec une forme de scepticisme technologique, où selon lui, nous n'avons pas à espérer une technique humaine. Nous n'avons pas à croire qu'il soit possible d'humaniser la civilisation technologique dans laquelle nous nous trouvons. D'ailleurs, il dit exactement ceci, page 344 du principe de responsabilité, dans son dernier chapitre. Et c'est une attaque en règle contre Ernst Bloch. Je cite, « Le rêve utopique ». Donc le rêve utopique, c'est en référence à Bloch, implique que les dangers et les limites présentes de la technique n'auront alors plus cours. Non seulement parce que la technique libérée de l'économie du profit sera employée plus judicieusement, mais encore parce que, libérée des chaînes sociales qu'entrave son potentiel de progrès, encore totalement inépuisée, elle atteindra alors seulement ses suprêmes possibilités en tant que Prométhée réellement déchaîné. Donc, si vous voulez, pour Jonas, une technique humaine libérée de l'économie du profit, libérée de ses contraintes sociales, ne serait pas une bonne chose. Au contraire, ce serait la technique complètement déchaînée qui pourrait nous emmener vers notre perte. Donc, pour Jonas, la responsabilité, c'est essayer de limiter la casse, pour le dire en termes assez simples, envers un futur qui, lui, est probablement une menace si l'on continue la voie que l'on trace depuis plusieurs décennies, selon lui. Alors il écrit en réaction au principe espérance de Bloch, donc écrit 20 ans plus tôt. Ernst Bloch, c'est une perspective aussi qui nous invite à penser au futur, comme Jonas, mais dans une dynamique un peu différente, même très différente. Ernst Bloch essaye de construire une épistémologie de la conscience anticipante. Il écrit, ces 3 tomes font plus de 1500 pages. Dans chacun de ces tomes, il essaye progressivement de construire une épistémologie de la conscience anticipante selon laquelle l'espérance n'est pas un sentiment, l'espérance n'est pas une illusion, mais l'espérance est une connaissance qui règle notre relation avec le futur. Ça, Jonas ne peut pas l'accepter. Pour Jonas, l'espérance ne peut être une connaissance. L'espérance, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, qui est de l'ordre du rêve. Pour Bloch, ce n'est pas ça. L'espérance n'est pas une attente passive ou un rêve éveillé, même s'il utilise ces termes, mais dans des contextes très différents. Donc l'idée d'une conscience anticipante, c'est-à-dire l'idée d'une espérance érudite, une docta spes, comme il le dit, une sorte de rationalité utopique qui nous permette, et c'est le concept clé de Bloch qu'il faut que vous reteniez, qui nous permettent d'anticiper non pas des menaces, mais des images souhaits, des images de souhait. C'est le concept, principe de Hans Bloch, cette idée que nous devons anticiper des images de souhait. Des images de souhait pour penser et ouvrir des possibilités dans le futur. Cette idée d'image de souhait, ce n'est pas exactement la même chose qu'un scénario,
Ce n'est pas exactement la même chose qu'un rêve, ce n'est pas exactement la même chose qu'un scénario, parce que le scénario opère en quelque sorte une rupture avec le présent pour essayer de penser quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas un rêve, parce que le rêve fait fi de toutes les conditions matérielles dans lesquelles il évolue. Une image de souhait, ce sera un peu quelque chose comme le rêve ou comme le scénario, mais ancré dans le présent, ancré dans la matérialité du présent, pour essayer dans le présent de penser le futur et d'agir avec le futur dans le présent en ouvrant des possibilités, en les pensant d'abord et puis en essayant de les ouvrir. La catégorie de possibilités étant chez Bloch la médiation entre justement l'utopie et le réel. Il dit ceci, qui est une phrase magnifique, pour tout philosophe en tout cas, il dit ceci dans son introduction. « La philosophie aura la conscience du lendemain, le parti pris du futur, le savoir de l'espérance, où elle n'aura plus aucun savoir du tout. » Voilà, je crois que cette invitation à penser avec le futur de Ernst Bloch, nous devons la garder toujours en arrière-plan de nos actions et de nos réflexions. Donc il essaye de développer une ontologie du futur, du non encore être, qu'il faudrait développer, mais le non encore être, l'ontologie du non encore être peut se dire très simplement, schématiquement. Chez Bloch, S, en quelque sorte, ça pourrait être S n'est pas encore P. L'être P étant non seulement ce que S peut atteindre, mais ce qu'il doit atteindre afin d'être réellement S. En quelque sorte, chez Bloch, c'est l'idée d'un être en potentialité. C'est l'idée d'un être en devenir qui contient en lui-même les possibilités de son émancipation et que ces possibilités-là ne s'expriment jamais complètement. Et donc, nous avons le droit d'espérer un homme meilleur, nous avons le droit d'espérer surtout une société meilleure, un monde meilleur. La philosophie de l'expérience de Bloch revendique finalement le droit imprescriptible des hommes au rêve d'émancipation, de toute servitude et de toute exploitation, à une vie terrestre meilleure, contre le fatalisme, contre le déterminisme finalement d'une certaine heuristique de la peur. Alors bon, vous voyez que là, j'ai contrasté les deux pensées pour l'exercice qui est le nôtre entre un Jonas qui serait plutôt un pessimiste, qui nous inviterait à être responsables au présent et à déjà limiter la casse ici et maintenant pour que le futur que l'on ne peut imaginer ne soit pas simplement possible, mais tout simplement qu'on puisse ici prendre soin de ces conditions de possibilité, de la continuité de l'homme dans ce futur, et puis un Bloch qui serait lui plutôt un utopiste dans le sens philosophique du terme, et qui nous inviterait à penser une société meilleure que celle dans laquelle nous vivons. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est de marier, mais peut-être un mariage forcé, on verra, mais c'est d'essayer de marier Hans Jonas avec Ernst Bloch. Ils ne sont pas forcément consentants. Je pense qu'ils ne l'auraient pas été si on leur avait proposé. De toute façon, le mariage n'est plus forcé maintenant, donc c'est qu'en philosophie qu'on peut faire ça. Mais on essaye de marier le principe responsabilité de Jonas qui nous apporte quand même beaucoup. Parce que la responsabilité de Jonas, elle nous oblige à répondre de nos actes. Que fait-on ici et maintenant ? Et peut-on répondre de ce que nous faisons ? Et ça n'a pas de commune mesure dans la philosophie, il faut le garder, il faut avoir ce rapport responsable envers nos actes. Et chez Jonas, comme vous le savez probablement, la responsabilité est une œuvre collective. C'est une œuvre collective parce que les menaces sont planétaires et collectives. Donc, il faut garder Jonas. Mais Jonas sans Bloch, c'est pas très joyeux comme avenir. Bloch sans Jonas, c'est pas très sérieux comme avenir. Le sérieux et la joie sont à remarier peut-être entre Bloch et Jonas. C'est quelque chose qui doit être possible. Donc c'est notre propos, c'est de dire que
Là où le principe responsabilité nous engage dans un rapport de méfiance nécessaire envers le futur, le principe espérance nous enjoint à penser en avant à une utopie concrète. Ce ne sont pas deux visions antagonistes. Ce ne sont deux visions antagonistes que si l'on prend chacune de ces pensées, chacun de ces principes, comme des idéologies. Mais si on leur ôte leur suffisance idéologique, vous savez que le propre de la philosophie est la suffisance. Mais si on ôte la suffisance des philosophies, alors elles sont compatibles entre elles. Elles deviennent compatibles entre elles. Donc si on note la suffisance idéologique du principe espérance de Bloch et la suffisance idéologique du principe responsabilité de Jonas, alors on peut les penser ensemble. Et nous pensons que pour des choses très concrètes et pratiques comme comment peut-on penser aujourd'hui la maladie d'Alzheimer, c'est la bonne voie. C'est la bonne voie, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, c'est ce que Paul Loup va nous montrer après. En tout cas, ce que je peux dire avant de lui passer la parole, c'est que les visées d'anticipation, et là maintenant nous allons nous inscrire dans l'anticipation d'un avenir avec la maladie d'Alzheimer, d'un avenir et d'un présent avec la maladie d'Alzheimer, toutes les visées d'anticipation qui feraient fi de l'une ou de l'autre, de la responsabilité ou de l'espérance, seraient condamnées à n'être soit qu'une nouvelle entreprise d'utopie abstraite, une sorte d'espérance sans responsabilité, où finalement nous rêverions d'un monde, cette fois-ci sans Alzheimer, où nous aurions éradiqué complètement ce phénomène, nous aurions trouvé le médicament miracle, et tout le monde vivrait en bonne santé, dans un monde merveilleux, une forme d'utopie abstraite, soit une forme de résignation éthique qui ne peut qu'entretenir le désarroi et la souffrance. Ce serait une responsabilité sans espérance. Espérance sans responsabilité, responsabilité sans espérance sont finalement les deux figures de paris antithétiques, contemporains, qui sont véhiculés autour justement de ces questions de penser la santé du futur. Voilà. Nous allons montrer maintenant, avec Paul Loup, que l'espérance sans responsabilité, tout comme la responsabilité sans espérance, sont deux écueils à éviter, et on va le démontrer maintenant concrètement. Je te laisse la parole, Paul Loup. Merci Léo. Je me mets ici parce que je suis dans l'axe de la caméra. Donc effectivement, les deux figures que tu as opposées, espérance sans responsabilité et responsabilité sans espérance, gagnent à être appliquées au cas de la maladie d'Alzheimer. L'espérance sans responsabilité, d'abord, pourrait se manifester dans l'espérance d'un monde, sinon entièrement débarrassé d'Alzheimer, du moins d'un monde où la prévalence de cette maladie serait plus faible et son développement ralenti. Alors, on pourrait dire que cette espérance sans responsabilité s'assortit de deux croyances. Croyance d'abord selon laquelle la maladie d'Alzheimer est un mal contemporain, voire le mal contemporain, ce que Fabrice Gzil a montré dans La maladie du temps, en disant que la maladie d'Alzheimer a acquis le statut d'un mythe, comme l'avait acquis le cancer ou le sida les années passées. Deuxième croyance selon laquelle nos efforts face à la maladie d'Alzheimer doivent consister prioritairement à faire disparaître cette maladie. À l'opposé, la responsabilité sans espérance s'incarne plutôt dans l'acceptation, la résignation, comme l'a dit Léo, l'acceptation d'un monde avec Alzheimer. Nous aurions plutôt à adapter notre société, nous aurions à adapter nos valeurs, notre système politique à ces nouveaux besoins qui naissent de la maladie d'Alzheimer. Nous aurions à limiter nos champs d'action pour préserver les personnes malades ou potentiellement malades des nouvelles technologies du savoir et de nos espoirs de traitement. Donc,
vous voyez qu'il y a là deux paris antithétiques. Par définition, un pari n'est ni vrai ni faux, mais un pari a toujours des implications éthiques, et c'est ce que je vais essayer de montrer avec ce premier pari, donc de l'espérance sans responsabilité. D'abord, l'espérance, c'est celle du changement, voire de la révolution que constituerait la compréhension des mécanismes moléculaires de survenue et de développement de la maladie d'Alzheimer et la découverte d'un traitement médicamenteux de cette maladie. Et donc, on voit tout de suite que cette espérance, elle est liée à une compréhension mécaniste de la maladie d'Alzheimer, qui l'expliquerait par une chaîne d'interaction moléculaire, donc une compréhension biologiste de la maladie d'Alzheimer, et donc par l'existence d'une cause effective de cette maladie, d'un ou de plusieurs agents pathogènes. On sait que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est les plaques amyloïdes qui ont longtemps eu ce statut, donc d'agents pathogènes, mais on est revenu de cette hypothèse. Cette hypothèse biologiste est en effet disputée par une hypothèse multifactorielle, celle de la combinaison entre facteurs biologiques et facteurs sociaux environnementaux, comme l'alimentation, les traumatismes psychiques par exemple. Et on voit alors qu'engager tous nos efforts vers une compréhension mécaniste de la maladie est un pari hasardeux et en même temps coûteux, puisque cela engage des financements et aussi l'investissement d'une forme d'espoir collectif. C'est aussi faire l'impasse sur d'autres formes de compréhension du sens de la maladie et l'exploration de modes de prévention peut-être moins spectaculaires que ne le serait un traitement médicamenteux, mais probablement aussi efficace. Donc on voit que le maintien d'une pluralité d'approches pour comprendre la maladie d'Alzheimer est ici un enjeu éthique fondamental. Mais même à supposer qu'une maîtrise biologique de la maladie d'Alzheimer soit possible, maîtrise biologique, c'est-à-dire une compréhension biologique de la maladie et un traitement de la maladie, un traitement médicamenteux de la maladie, cette visée, même à supposer cela, cette visée s'accompagne d'une chaîne d'implications concrètes que l'on peut identifier. Première implication, d'abord, ça suppose qu'on puisse identifier des malades d'Alzheimer à un stade suffisamment précoce du développement de leur maladie pour que le traitement puisse faire effet. Alors, cette identification elle-même est assez problématique à cerner d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un diagnostic, puisque c'est une identification qui est encore incertaine. L'OMS propose le terme de repérage pour désigner cette identification. En tout état de cause, ce repérage suppose d'intégrer des malades débutants, donc des malades aussi que l'on dit paucisymptomatiques, au sens où un médecin généraliste, par exemple, ne peut identifier les symptômes, mais il faut passer par un certain nombre de tests pour confirmer donc ce repérage. Il faut donc intégrer ces malades débutants ou des malades potentiels dans des protocoles de recherche. Et on voit alors, deuxième implication concrète, on doit assumer que des personnes connaissent leurs prédispositions sans pouvoir modifier ces prédispositions. Qu'ils aient d'ailleurs ou non demandé de connaître ces prédispositions, puisqu'on sait que l'on peut apprendre désormais que l'on est prédisposé à une maladie par l'intermédiaire de nos proches ou par ce qu'on appelle une découverte fortuite de la maladie. Mais c'est tout à fait particulier dans le cas d'Alzheimer ou dans le cas plus général des maladies neurodégénératives, puisque nous n'avons pas de traitement. Et donc, plus nous affinons les outils diagnostiques, plus nous rendons possible ces situations où des personnes pourraient prendre conscience de leurs prédispositions, plus nous prenons le risque que l'annonce de ces prédispositions devienne, en l'absence de traitement, des prophéties. Alors, vous voyez, quatrième implication, ce discours donc justifie une certaine conception de la liberté, une définition de la liberté comme empowerment, selon lequel le savoir de ses prédispositions rend nécessairement plus libre.
Pourquoi plus libre ? Parce que l'idée, ce serait de dire qu'un individu qui a conscience de ses déterminations et qui, à défaut d'avoir une capacité d'agir sur ces déterminations, peut au moins aménager son existence selon elle, serait plus libre. Il connaîtrait notamment le temps qu'il lui reste avant de développer ses symptômes, ou il aurait du moins une idée de ce temps. Il pourrait prendre des dispositions, notamment des dispositions juridiques, et ainsi, il serait plus libre. Alors, je crois que cette définition de la liberté est non seulement illusoire, mais aussi assez critiquable, assez dangereuse d'une certaine façon. Illusoire parce que, évidemment, à ce jeu de finalement connaître ses prédispositions pour les maîtriser, nous sommes toujours perdants, hein, puisque à partir du moment où on essaye de déterminer ce qui nous détermine, il y a toujours quelque chose en amont qui nous détermine, même dans ce geste-là. Donc nous sommes toujours, d'une certaine façon, pris au piège. Mais au-delà même de cet argument un peu, peut-être un peu spéculatif, cette définition de l'autonomie est assez dangereuse parce qu'elle suppose une hiérarchie, finalement, dans les modes d'existence des individus. Une sorte de hiérarchie implicite en fonction des degrés de l'autonomie. Au sommet, vous auriez les personnes encore en bonne santé, conscients de leurs prédispositions. Ensuite, vous auriez ceux qui ne sont pas malades mais qui ne savent pas. Puis vous auriez ceux qui sont malades dont on considère qu'ils ne sont plus aussi autonomes. Puis vous auriez ensuite les stades avancés de la maladie. Bref, vous auriez une hiérarchie selon les critères de la connaissance de la maladie et du stade de la maladie elle-même. Donc cette conception de l'autonomie est à mon avis trompeuse. On doit considérer, à mon avis, que nous sommes dans l'existence toujours aussi libres, quelles que soient nos connaissances de nos prédispositions, quel que soit le stade dans lequel nous sommes, puisque nous sommes toujours capables de créer des possibles, en tout état de cause. Autre type d'implication, il me semble que cette espérance sans responsabilité façonne l'ordre social. Donc elle a aussi des conséquences sociales et politiques. En effet, à engager prioritairement nos efforts vers l'avènement d'un monde sans Alzheimer, finalement, nous nous obligeons à considérer notre monde comme un monde transitoire qu'il ne saurait être question d'aménager ni d'habiter. Et on voit bien que, selon cette perspective, les malades d'Alzheimer avancés deviennent les objets d'une double relégation. D'abord, on pourrait dire une relégation synchronique, c'est-à-dire à un moment déterminé du temps, puisqu'ils seraient incurables dans le présent, et donc ils ne concentrent pas les soucis, les efforts d'une médecine, d'une technologie curative, mais aussi une relégation diachronique, c'est-à-dire dans le temps, sur plusieurs générations, puisque cette population de malades d'Alzheimer avancés, on considère qu'elle est vouée à ne plus exister dans le futur. D'une certaine façon, cette population, elle a déjà disparu dans nos esprits. Et donc, selon cette perspective que je pousse dans son extrême, il y aurait à craindre que les lieux de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer s'apparentent à ce que Michel Foucault avait nommé des hétérotopies, c'est-à-dire des lieux autres. Plus précisément, Michel Foucault parlait des hétérotopies de déviation, c'est-à-dire des lieux qui fonctionnent selon leurs propres règles, qui ne sont pas les règles du reste de la société. Ces lieux autres seraient aussi inscrits dans une sorte de temps autre, ce que Foucault appelait l'hétérochronie. Autrement dit, ce seraient des lieux de transit à double titre. D'abord, entre le temps de la vie productive et autonome et le temps de la mort. Il y aurait cette espèce de temps intermédiaire. Et d'autre part, entre l'époque de la maladie et une époque utopique, une époque lointaine, ou non, en tout cas où la médecine aurait fait ses preuves, où le monde serait débarrassé de la maladie d'Alzheimer.
Alors je passe maintenant à la deuxième perspective, qui est la perspective de la responsabilité sans espérance. C'est l'idée, on l'a vu, d'une acceptation de la maladie. L'idée selon laquelle nous devrions engager nos efforts dans le sens d'une adaptation de la société à la maladie d'Alzheimer, et uniquement dans ce sens. Première implication de cette responsabilité sans espérance au niveau de la compréhension de la maladie elle-même. Tout à l'heure, j'évoquais une compréhension mécaniste de la maladie. Ici, ce serait à l'opposé la thèse selon laquelle la maladie d'Alzheimer, finalement, provient uniquement d'une médicalisation du vieillissement. Médicalisation du vieillissement qu'il faudrait déplorer, en ce que, finalement, elle ne fait que fabriquer des sujets malades qui ne sont que, finalement, les objets de la technologie. Et d'ailleurs, à cette hypothèse scientifique répond une certaine idée du sens commun, selon laquelle, finalement, la maladie d'Alzheimer ne serait que le nom contemporain de la bonne vieille démence sénile, et que la médicalisation de cette démence sénile, donc Alzheimer, permet de justifier, voire de légitimer, la médicalisation de la vie des personnes atteintes de cette maladie, et notamment leur placement dans des lieux spécialisés pour ne pas avoir à les supporter chez soi. En ce sens, on pourrait même aller jusqu'à dire que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie, et c'est ce que certains auteurs, je cite par exemple Peter Whitehouse, qui a écrit Le mythe de la maladie d'Alzheimer, c'est ce que certains auteurs se risquent à dire. Autre thèse qui s'inscrit dans ce même pari, la maladie aurait avant tout une causalité psychique et sociale. Elle serait liée à des phénomènes psychiques. Alors, selon le psychiatre Louis Ploton, ces phénomènes psychiques seraient provoqués par une injonction à se déprécier soi-même. Et Louis Ploton développe le concept de compromis démentiel. Il écrit « Les symptômes de la maladie d'Alzheimer seraient la manifestation d'un compromis permettant de survivre biologiquement malgré une mort sociale, en réponse à une injonction environnementale de quitter la vie, de quitter la scène, entre parenthèses, la vie. Autrement dit, la maladie d'Alzheimer serait la somatisation d'un jugement de valeur implicite porté par la société. On pourrait parler aussi de politisation du social, comme le fait Didier Fassin, autrement dit, de phénomène social par lequel la structure de la société s'imprime dans les corps. Alors, de ces hypothèses scientifiques qu'on doit prendre au sérieux, on pourrait déduire qu'il est irresponsable de chercher un traitement biologique à la maladie d'Alzheimer. On pourrait déduire que nous devons tout au plus chercher des modes de prévention de la maladie d'Alzheimer en agissant sur les facteurs environnementaux et des modes d'accompagnement décents des malades. Mais évidemment, ce raisonnement est dénué de l'évidence logique à laquelle il prétend, puisque, à supposer que l'hypothèse de la causalité psychique environnementale de la maladie d'Alzheimer soit valide, il n'y a pas de raison pour laquelle nous devrions renoncer à la recherche d'un traitement médicamenteux de la maladie d'Alzheimer. Deuxième implication de cette responsabilité sans espérance, cela conduit à investir massivement donc l'option d'une adaptation de la société à l'emprise grandissante des troubles cognitifs dans la société. Et on pourrait alors conclure, au nom de cette responsabilité, qu'il faut prémunir les individus contre l'inquiétude de la maladie, à défaut de pouvoir les prémunir contre la maladie elle-même. Et là, vous avez une autre rhétorique que celle de l'empowerment dont je parlais tout à l'heure, qu'on pourrait appeler la rhétorique de l'insouciance, qui est une rhétorique plutôt paternaliste, qui nous dit qu'il faut éviter les méfaits des diagnostics précoces de la maladie, car ces diagnostics précoces sont anxiogènes, stigmatisants, et que, en tout état de cause, ils ne servent à rien puisque nous ne pouvons pas traiter cette maladie. L'idée de cette définition de la liberté, donc comme insouciance, c'est celle que développait Rousseau d'ailleurs de façon intéressante dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, puisqu'il décrivait le sauvage, donc cet être qui n'est pas encore civilisé, comme un être libre dont le cœur est en paix et le corps en santé,
Pourquoi ? Parce que son âme que rien n'agite se livre au seul sentiment de son existence actuelle, sans aucune idée de l'avenir, quelque prochain qu'il puisse être, et ses projets bornés comme ses vues s'étendent à peine jusqu'à la fin de la journée. Donc, pour revenir au diagnostic précoce, par ce diagnostic, la personne serait entravée dans ses projets de vie par un nouveau souci que lui donnerait la conscience de ses propres prédispositions. Il y aurait finalement un fardeau qui pèserait sur elle, qui encombrerait de façon irréversible la légèreté première de son existence, sa liberté première. Et donc on voit bien ici cette deuxième figure de la liberté qui nous invite à considérer avec inquiétude le poids des responsabilités qui accompagnent l'ouverture des possibles induite par la disponibilité de ces savoirs précoces. Là où, au contraire, l'empowerment glorifie cette responsabilisation, cette ouverture des possibles, cette capacité de planifier que donnent ces nouveaux savoirs. Troisième série d'implications de cette responsabilité sans espérance, c'est les implications sociales et politiques. Finalement, s'engager dans cette voie, c'est considérer nos sociétés comme des sociétés vieillissantes. Et d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur cette expression de société vieillissante, puisqu'elle suppose une certaine biologisation du social. C'est considérer que toute la société devient vieille, ce qui par définition est faux, puisqu'il y a toujours tous les âges dans une société. Et c'est aussi considérer, à travers ce thème de société vieillissante, que les sociétés déclinent finalement. Enfin, il y a quelque chose de péjoratif dans l'idée de société vieillissante. Et à cet égard, Fabrice Gzil, aussi, dans La maladie du temps, souligne la parenté entre la figure du zombie dans les fictions, dont d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le dernier épisode de Game of Thrones fournit une effrayante illustration. Donc cette idée des zombies dont la masse grandit de plus en plus et qui sont des êtres qui grignotent peu à peu l'existence des autres. Donc il y aurait une parenté entre cette figure du zombie et le discours médiatique sur la maladie d'Alzheimer, qui identifie parfois le malade à une sorte de mort-vivant. Fabrice Gzil écrit « La maladie d'Alzheimer est figurée comme un monstre cruel et impitoyable qui grignote peu à peu l'être de la personne et qui prive progressivement l'individu des attributs caractéristiques de l'humanité. » Donc, en réponse à ce constat décliniste, le discours de la responsabilité vise à préserver le plus longtemps possible l'insouciance de l'existence, aussi bien d'ailleurs à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle de la collectivité. Et à cet égard, il est assez intéressant que espérance sans responsabilité et responsabilité sans espérance convergent vers une forme de dépréciation des malades d'Alzheimer avancés eux-mêmes, puisque finalement aussi bien la figure d'un futur débarrassé de la maladie d'Alzheimer que la vision d'un futur marqué par le déclin cognitif d'une part de plus en plus grande de la population tendent à considérer les malades d'Alzheimer comme des cas désespérés. Donc, dans les deux cas, vous avez une dépréciation du malade d'Alzheimer que l'on considère comme un être, par définition, d'où ne naît aucun espoir. Pour conclure, Léo parlait de l'espérance responsable qui nous semble nécessaire et qui concilie deux exigences. Pour ce qui est d'Alzheimer, habiter un monde avec Alzheimer au lieu de placer sous le signe du provisoire. D'autre part, continuer à explorer les causes de la maladie et chercher un traitement au lieu de se résigner à notre impuissance. Autrement dit, il faut viser ces deux objectifs et l'anticipation ne doit consister ni à quitter le monde présent au nom d'une espérance, ni à adapter le présent à un mal nécessaire au nom de la responsabilité, mais à construire dans le présent les conditions d'un futur vivable, et c'est ce que nous proposons donc de nommer l'espérance responsable.
Et il nous semble que ces deux attitudes, que sont la espérance sans responsabilité et la responsabilité sans espérance, convergent aussi dans une certaine intolérance à l'incertitude. C'est la dernière hypothèse que je voudrais vous soumettre. Le futur, par définition, est incertain. Et cette incertitude radicale du futur, nous ne pouvons nous y soustraire. Pour le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est évident, nous ne savons pas encore quelles en sont les causes, si nous les trouverons un jour. Nous ne savons pas si nous parviendrons à un traitement, à quel type de traitement nous parviendrons si nous y parvenons. Et donc, nous devons accepter cette incertitude. Et je crois que l'espérance responsable nous y invite. Nous croyons que l'espérance responsable nous y invite, puisqu'elle nous invite, d'une part, à accepter de vivre dans un monde où les malades d'Alzheimer font partie intégrante de la société, et en même temps à engager des efforts pour la recherche d'un traitement. Enfin, pour conclure cette fois vraiment, promouvoir une espérance responsable, c'est considérer que l'espérance n'est pas seulement dans le soin thérapeutique de la maladie, au sens de cure, du mot anglais cure, et que la responsabilité n'est pas seulement dans le soin à la personne, au sens de care. Autrement dit, il nous faut éviter cette captation de l'espérance par le cure et cette captation de la responsabilité par le care, et considérer que la responsabilité est aussi bien dans la recherche d'un traitement et dans la compréhension de la maladie, et que l'espérance l'est tout autant. Voilà, nous vous remercions.